Bonjour, je suis Nicolas Bonnel. Je vais vous présenter un cours de rendu réaliste que je propose à l'École centrale de Lyon. Cette vidéo elle a pour objectif d'aider ceux qui n'ont pas compris en cours, ceux qui sont arrivés en retard ou qui ne sont pas venus en cours non plus, ou bien ceux qui viennent sur Internet et qui sont intéressés par le rendu réaliste. Donc il y a deux types d'approches possibles pour faire du rendu. Il y a une approche qui est plutôt orientée vers le temps réel et qui est utilisée pour faire des jeux vidéo, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Ce sont des méthodes dites par rastérisation. Ce sont des approches qui sont en général implémentées directement sur les cartes graphiques et qu'on peut piloter par des bibliothèques de bas niveau comme OpenGL ou DirectX ou des moteurs de rendu déjà implémentés de plus haut niveau comme Unreal Engine ou Unity par exemple. Donc je ne vais pas m'intéresser par ce type d'approche-là. Je vais m'intéresser plutôt aux méthodes qui sont dites par ray tracing, donc ou lancer de rayons. Donc ce sont des méthodes qui sont intéressantes pour faire du rendu qui est beaucoup plus lent mais beaucoup plus réaliste. Donc on ne va pas pouvoir faire des scènes interactives ou du jeu avec ça, mais c'est utilisé par exemple pour générer des images de synthèse dans des films ou pour faire de la simulation très réaliste, par exemple pour faire des simulations d'éclairage pour l'architecture par exemple. Donc quand on veut simuler l'aspect d'une pièce en fonction de la position du soleil, en fonction de la position des luminaires dans la pièce, on aimerait une simulation qui soit exacte ou le plus exacte possible et non pas approchée à base d'approximations qui ne seront pas forcément correctes. Donc, il faut dire que toutes les méthodes qui sont à base de rastérisation, donc temps réel, en général permettent d'avoir des résultats qui sont rapides, mais assez peu réalistes. Et chaque effet qu'on va essayer de rajouter dans ces méthodes, par exemple rajouter des ombres, rajouter des reflets, des caustiques, des choses comme ça, tous les effets qu'on va vouloir rajouter, ça va nécessiter d'implémenter des hacks qui vont permettre de gérer plus ou moins un effet avec plus ou moins des approximations et ça va être plus ou moins joli aussi. Mais le but, c'est de s'approcher du photoréalisme. En général, ce n'est pas nécessairement très réaliste, bien que la recherche avance dans cette direction. Alors que pour les approches dites par ray tracing, là on a, avec assez peu d'efforts, des résultats qui sont très réalistes. Et là on pourra même obtenir du photoréalisme, mais aussi du physiquement réaliste. Donc une simulation physique exacte. Donc comment le ray tracing marche? Le ray tracing marche, comme son nom l'indique, en lançant des rayons. Donc, alors que dans les méthodes par rastérisation, on est obligé de décomposer la scène en petits triangles. Donc, si on veut dessiner une sphère, par exemple, on va la décomposer en milliers de petits triangles, histoire qu'elle soit la plus lisse possible. Dans les approches par ray tracing, on a des primitives qui sont données par des équations. Donc, on connaît l'équation d'une sphère, elle est simple. On connaît aussi l'équation pour des triangles et pour des tores, etc. Là, on va s'intéresser pour le moment à générer des sphères. Et le but, c'est d'intersecter des rayons de lumière avec des sphères. Donc, ce qu'on appelle le backward ray tracing, c'est, étant donné une caméra, ici, c'est envoyer des rayons à travers la scène. Ici, on aura une scène qui va être composée, on va faire des sphères, uniquement des sphères pour commencer, c'est très bien. D'ailleurs, on va faire des sphères tellement grandes qu'elles vont simuler des plans, plus ou moins. Donc là, on va mettre par exemple un parquet à terre, un sol, qui va être une sphère géante ici, tellement grande qu'elle va apparaître comme un plan. On va mettre un plafond aussi, un mur dans le fond. Donc des sphères très très grandes et une sphère au milieu pour faire joli aussi. Donc ça, c'est notre scène. Et pour le ray tracing, on va envoyer des rayons depuis la caméra à travers cette scène et regarder s'il y a des interactions. Des interactions entre ce rayon de lumière et la matière. C'est-à-dire par exemple qu'il y a une source de lumière ici qui va éclairer dans toutes les directions. On va regarder ce qui se passe, comment le
le pixel qui est ici, quel aspect il aura en fonction de l'éclairage de cette lumière, du matériau de cet objet à cet endroit-là et la position ici. Donc, on appelle ça le backward ray tracing par opposition au forward ray tracing qui serait là à l'inverse, qui partirait de chaque rayon de chaque source de lumière et qui enverrait des rayons dans tous les sens. Le problème, c'est qu'en envoyant des rayons dans tous les sens, il y a assez peu de chances que des rayons de lumière partant de sources de lumière arrivent par hasard sur notre caméra. Donc, en partant de la caméra, là au moins on est sûr que les rayons de lumière traverseront tous les pixels de la caméra et on n'aura pas gaspillé du temps de calcul. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est simplement une scène où il n'y a même pas de mur, même pas de lumière, et même pas de plafond, ni rien, seulement une sphère au milieu. Et la première scène qu'on va faire en début de course, comme il n'y a même pas de lumière, c'est juste se demander si la sphère est visible ou non. Donc, ce qu'on devra obtenir, c'est une image représentée ici, qui contiendra une sphère au milieu, mais comme on ne connaît aucune information d'éclairage, la sphère apparaîtra toute blanche sur un fond qui va être tout noir. Ensuite, à la suite du premier cours, on continuera à se demander comment éclairer cette sphère. Donc, le principe du ray tracing, c'est d'envoyer un rayon à chaque pixel de l'écran. Donc l'écran est matérialisé verticalement ici. Et il est discrétisant en un certain nombre de pixels. Et à travers chaque pixel, on envoie un rayon. Et on se demande si ce rayon intersecte ou non la sphère. Pour l'instant, s'il intersecte la sphère, on va mettre un pixel blanc. S'il n'intersecte pas la sphère, on laissera la couleur du fond qui sera noire. Donc en termes d'implémentation, ça va être assez simple. Il s'agit simplement de une boucle qui va balayer chaque pixel de l'écran, qui va dire for i égale 0 à la hauteur de l'image, moins 1, for j égale 0 à la largeur de l'image, moins 1. On va générer un rayon. Alors on va dire qu'on a un rayon R qui aura une origine et une direction. Donc la direction, ça va être la direction du pixel courant. On va voir tout à l'heure comment le générer. Et on va regarder s'il y a une intersection entre ce rayon et la sphère. Donc on aura un booléen qui va dire, on va appeler par exemple ici inter, qui va se demander s'il y a une intersection entre le rayon R et notre sphère qu'on va appeler par exemple S. Si il y a une intersection, alors le pixel courant, on va dire IJ, on va le mettre blanc. Et sinon, le pixel IJ sera noir. Il y a deux ingrédients essentiels à implémenter ici. Intersection, pardon. Une routine
qui permet déjà de générer un rayon à partir d'une origine et une direction. Donc un rayon, c'est simplement une demi-droite. Donc la partie intéressante, c'est comment générer des directions dans chacun des pixels. Et ici, une routine d'intersection entre un rayon et une sphère, qui correspondra à déterminer l'intersection entre une droite et une sphère, une demi-droite et une sphère. Donc générer un rayon, d'abord, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors, on a ici le centre de la caméra, qui est discrétisé en W pixels de largeur sur H pixels de hauteur. Pour simplifier, on va supposer des images carrées pour l'instant. Et on a un centre ici, un foyer de la caméra d'où seront originaires tous les rayons. Donc on va envoyer les rayons à partir d'ici, et on va envoyer un rayon par pixel. Premier pixel ici, deuxième pixel ici, etc. Donc déjà, la coordonnée x et y du rayon vont être assez simples à calculer. Donc là, pour l'instant, on va supposer qu'on a simplement une caméra qui pointe vers des z négatifs. Donc on a un repère ici y, z et x qui pointent en dehors du tableau. Et on suppose qu'on a une caméra juste qui regarde vers les z négatifs. Donc calculer les coordonnées x et y de la direction du rayon, c'est assez simple. La coordonnée x, ça va simplement être le j de la boucle ici, moins w sur 2. Comme ça, on s'assure qu'au milieu, le x il est à 0 et qu'on envoie bien un rayon tout droit. Pour le y, ça va être simplement i moins h sur 2. Et pour le z, on va faire un tout petit peu de trigonométrie. Donc normalement, le z, on pourrait se dire, on connaît la distance entre le point d'origine des rayons et le plan de la caméra. Donc cette distance, en général, ça peut être un paramètre, mais ce n'est pas un paramètre qui est très facile à contrôler. En général, ce qu'on préfère calculer, ce qu'on préfère contrôler, c'est plutôt l'angle d'ouverture de la caméra. C'est ce qu'on appelle le champ visuel ou le field of view en anglais. On note souvent FOV, qui est simplement un angle. Donc on va supposer un angle, donc je vais faire une projection de cette caméra en 2D, vue de dessus. Donc ici on a notre écran, vue de dessus, et la source ici. Et notre champ visuel, c'est cet angle ici. On va ici l'appeler alpha. On l'écrit sur le côté. Donc, la distance, le z qu'on cherche, c'est la distance à ce plan vertical ici. Comment on fait? On voit simplement que la tangente de alpha sur 2, du demi-angle qui est ici, c'est égal à w sur 2 divisé par la distance ici qu'on cherche. Donc ce qu'on est capable de dire, c'est que tangente alpha sur 2 égale w sur 2 divisé par le z qu'on cherche. Donc ici, ça permet simplement d'écrire z égale w sur 2 tangente alpha sur 2. Un seul détail, c'est que là on a dit que la caméra regardait vers les z négatifs, donc la composante ici, il y aura un moins qui arrive
ici à ne pas oublier. Pour la suite des opérations, on va supposer que les rayons qu'on envoie sont unitaires. Ça simplifie juste ensuite les calculs, de supposer que toutes les directions qu'on a, à chaque fois elles sont unitaires, donc de norme 1. Donc simplement, une fois qu'on a ces trois coordonnées, on normalise, donc on divise par la norme de ce vecteur-là. Ça nous fait un rayon unitaire. On est capable de déterminer donc la direction du rayon. Et l'origine du rayon, pour commencer, on va dire que la caméra se trouve à l'origine, donc à 0, 0, 0, tout simplement. Donc là, on est capable de générer un rayon, qui est simplement une demi-droite. On doit ensuite calculer l'intersection entre le rayon et la sphère. Donc, calculer l'intersection entre un rayon et une sphère, ça correspond simplement à trouver un point P qui appartienne à la fois au rayon et à la sphère. Donc, pour ça, on regarde l'ensemble des points P qui satisfont à l'équation d'un rayon. Donc, un rayon, c'est une droite, ici D, qui est définie comme étant l'ensemble des points P qui se mettent sous la forme d'une origine qu'on va appeler C pour la caméra, l'origine du rayon, plus un paramètre T fois la direction du rayon. U, c'est notre direction du rayon unitaire, x, y, z divisé par la norme de cette formule-là. Et en faisant varier T, pour des T positifs, on parcourt donc tous les points de cette demi-droite. L'équation d'une sphère, on ne va pas se servir de l'équation paramétrique, mais de l'équation implicite de la sphère, qui est simplement qu'une sphère, c'est l'ensemble des points tels que P moins le centre de la sphère, on va appeler O, au carré, c'est égal au rayon de la sphère au carré. Donc un point, pour qu'il y appartienne à la fois à la droite et à la sphère, il faut qu'il satisfasse deux équations. Donc on peut simplement injecter ce P ici et développer. Donc on obtient C plus TU moins O au carré égale R carré. On va se servir d'une identité remarquable que vous devez connaître, qui est simplement que la norme de A plus B au carré, c'est la norme de A au carré, plus 2 fois le produit scalaire entre A et B, plus la norme de B au carré. Je vais faire une pause 2 secondes pour expliquer que je fais actuellement des abus de notation qui sont assez importants en mathématiques. On n'est pas censé pouvoir ajouter un point avec un point ou un point avec un vecteur. C'est juste beaucoup plus pratique en informatique et ça ne pose pas de problème en particulier puisqu'on est dans un espace euclidien. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas très correct d'écrire ça de manière mathématique. En général, s'il y a un point C par exemple, on va considérer que c'est le vecteur OC de l'origine C et qu'on manipule des vecteurs. Donc P moins O, c'est en pratique le vecteur OP. Mais simplement en informatique, c'est plus pratique parce que comme c'est avec une seule structure de données qui contient 3 coordonnées x, y, z, on est capable de gérer des vecteurs, des points, on peut même gérer des couleurs rouge, vert, bleu parce que ça s'appelle rouge, vert, bleu ou x, y, z, ça reste 3 réels. Il y en a qui ne sont pas très fans de cette option-là, mais on va faire simple ici. Donc j'applique cette formule-là ici, et j'obtiens donc TU au carré, plus 2 fois le produit scalaire entre TU et C moins O,
plus la norme au carré de C-O égale R carré. Là, j'ai juste appliqué. Ensuite, on a dit qu'on avait des vecteurs unitaires. C'est-à-dire que la norme de U au carré, c'est 1. Pour simplifier donc les calculs. Donc la norme au carré de U, c'est 1. Ici, on peut même sortir le t parce que le produit scalaire est bilinéaire. On obtient donc le résultat final, qui est donc t carré plus 2t u scalaire c moins o plus norme de c moins o au carré moins r carré est égal à 0. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une équation du second degré en t. Une équation du second degré peut être résolue avec la méthode des discriminants. On voit que si le discriminant est positif, il y a deux solutions à l'équation, deux t possibles différents. S'il n'y en a qu'un, s'il n'y a qu'une solution, ça veut dire que le discriminant est nul, et si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Donc, physiquement, comment ça se traduit? C'est que si on a une sphère et qu'on a un rayon qui se dirige vers ici, si le discriminant est positif, ça veut dire qu'il y a deux intersections ici. Si le discriminant est nul, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule intersection ici. Et si le discriminant est négatif, ça veut dire que le rayon ne touche pas du tout la sphère. Ce qui est important de voir, c'est que ici, notre t, on a supposé qu'il est positif parce que c'est une demi-droite. Si le t est négatif, ça veut dire que la sphère est derrière nous. Et dans ce cas-là, ce sont des intersections qui ne nous intéressent pas. Donc, par exemple, si on a un rayon qui démarre d'ici mais qui va dans l'autre sens, on aura deux intersections avec des t négatifs qui sont derrière. Ces intersections ne les veut pas, on considère qu'il n'y aura pas d'intersection. Et on verra plus tard des cas où les rayons partiront depuis l'intérieur de la sphère. Donc on aura des rayons ici qui vont partir vers l'extérieur de la sphère. Et dans ce cas-là, on aura un t positif qui nous intéresse et un autre t négatif derrière qui ne nous intéresse pas non plus. C'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête à chaque fois qu'on fera des routines d'intersection, de s'assurer qu'elles sont bien devant la caméra. Donc maintenant, on a la routine pour créer des intersections et pour générer des rayons. On a tout ce qu'il nous faut pour commencer à coder cet exemple simple. Donc nous voilà en face du code. La seule fonction qu'on vous donnera dans ce cours, c'est cette fonction qui permet de sauver une image, qui s'appelle saveIMG. C'est l'unique fonction parce qu'elle est inintéressante à coder, et donc voilà, on vous la donne. Cette fonction, elle prend en paramètre filename, le nom du fichier, ensuite pixels, un tableau de pixels, donc chaque pixel a trois composantes, rouge, verte et bleue, qui sont chacune stockées sur un seul octet. Le premier pixel a donc sa composante rouge, verte et bleue, suivi du second pixel qui a aussi sa composante rouge, verte et bleue, etc. etc. Et ils sont stockés ligne par ligne, comme ça, jusqu'en bas de l'image. Donc, ensuite, on a la largeur et la hauteur de l'image, et le tout donc, stocké sous forme de RGB, sous forme d'entier de 0 à 255. Donc, on va faire déjà un exemple de test. Donc, on va créer une image de 1024 par 1024. On va faire des images carrées au moins pour l'instant. Et on veut stocker une image rouge. Donc, on va créer un tableau de pixels, un sign char. C'est notre image qui contient W fois H fois 3 pour rouge, vert et bleu, donc,
3 octets à chaque fois, octets, donc W fois H fois 3. Et ensuite, on va remplir ce tableau. Donc là, pour chaque ligne de l'image, donc de 0 à H-1, c'est le numéro de ligne, et ensuite pour chaque colonne, on va assigner une valeur au pixel IJ. Donc on va dire une image rouge. Le pixel IJ, on peut l'adresser en prenant I multiplié par W plus J pour avoir l'indice du pixel, et ensuite il faut remultiplier par 3 pour avoir l'indice de la couleur, donc x3 pour avoir la coordonnée rouge, x3 plus 0, ça c'est la coordonnée rouge. On veut que ce soit une image rouge, donc on va la mettre à 255. Et ensuite, la composante verte et bleue de ce pixel, c'est au lieu de plus 0, c'est plus 1 et plus 2. On va les assigner à 0 pour que l'image soit rouge. Donc on va sauver l'image, la fonction saveIMG, donc, avec out.bmp par exemple, ça sauvegarde des bitmaps, des fichiers .bmp. Notre tableau de pixels qui est l'adresse de la première case, et WH, la largeur et la hauteur. Donc là, on va sauver et exécuter ce code. Là, on voit que ça a créé un fichier out.bmp qui est une image toute rouge. C'est ce qu'on voulait. Ça a marché. Maintenant, on va créer notre routine d'intersection pour savoir si chaque rayon va taper une sphère ou non. Donc pour ça, on va devoir générer des rayons et on va devoir gérer des vecteurs. Donc pour gérer des vecteurs, on va rajouter une classe qui permet de gérer tout ce qui est des points, des vecteurs, faire des additions de vecteurs, des soustractions, multiplications, etc. Donc on fait ça dans vector.cpp, on rajoute aussi un point h qui va avec. Donc j'ai appelé ça vector.cpp avec un grand V. Ce sera peut-être douteux, on va rajouter plein d'autres classes dedans, donc on va changer ça. Donc on crée une classe vector qui contient, donc un vecteur c'est des points en 3 dimensions, donc 3 coordonnées. On va le mettre en double précision. Vous pourrez éventuellement templater le type et même le nombre de coordonnées si vous voulez. On va pas faire ça par simplicité. On fait le constructeur. Par défaut, on va dire que c'est un point à l'origine. Où on assigne les 3 coordonnées. X, Y, Z. On va faire un accesseur, donc un opérateur crochet-crochet pour accéder au IM élément de la coordonnée du vecteur. Une version const et une version non const. Donc ça va renvoyer une coordonnée. Opérateur crochet-crochet I. Ah, il y a une erreur. Donc return coord de I. Et c'est une fonction, donc la version const, la version non const. Corrigera l'erreur. Ensuite, un opérateur plus pour additionner deux vecteurs entre eux.
Donc, opérateur plus entre A et B. En vector.cpp, on définit donc cet opérateur. Donc, return, ça fait la coordonnée 0 plus la coordonnée b de 0, la coordonnée 1 plus la coordonnée 1 et la coordonnée 2 plus la coordonnée 2. Voilà. On corrige, on renvoie donc, on accède au élément qui est un double. Un opérateur moins pour soustraire deux vecteurs. Une multiplication, alors on va mettre entre un flottant et un vecteur. On va faire aussi l'opération inverse entre un vecteur et un flottant. On va juste inverser les paramètres, ce sera plus simple. Mais moins propre, toujours. Une opération divisée, donc là entre un vecteur et un flottant, on va pas faire entre un flottant et un vecteur, ça ferait pas trop de sens. C'est const vector A et un flottant en double précision. Et un produit scalaire. Donc le produit scalaire entre deux vecteurs A et B qui va renvoyer A de 0 fois B de 0 plus A de 1 fois B de 1 plus A de 2 fois B de 2. Donc je mets tout dans le header. Toutes les déclarations. On va aussi faire une fonction qui va renvoyer la norme au carré du vecteur, donc A0 au carré plus A21 au carré plus B21 au carré. L'idée ici, c'est que la plupart du temps, on a besoin que de on a besoin que de la norme au carré pour faire des comparaisons, et tout ça, ça permet de s'éviter des calculs de racines carrées inutiles. Donc, on va souvent utiliser cette fonction qui renvoie la norme au carré, qui n'a pas besoin de calculer une norme, puis de l'élever au carré. Et ensuite, une fonction pour normaliser un vecteur, donc qui calcule la norme du vecteur. Donc, ce coup-ci, on a vraiment besoin de calculer la racine carrée de la norme au carré, mais c'est pas grave. Et qui divise les trois coordonnées par cette norme. Donc, le header qui va bien.
pour la suite, on va avoir besoin d'une classe qui génère des rayons, donc qui gère des rayons. Donc ça, c'est juste une classe qui va contenir une origine qui va être un vecteur, donc en pratique ça va être un point mais de classe vecteur, et une direction qui va être un vrai vecteur. Donc un constructeur qui prend une origine et une direction. Et on va déclarer l'origine et la direction. Tous les deux sont de type vector, vu qu'on n'a pas fait de classe point ou autre. On va avoir aussi besoin de faire une classe sphère pour créer des sphères. Donc une sphère, c'est quoi? C'est une position d'origine. On avait appelé ça O pour garder la même notation, et de rayon R, c'est un flottant. On crée donc un constructeur qui prend une origine et un rayon. Donc, on retourne dans notre ray tracer et on va pouvoir créer notre sphère et générer des rayons. Donc on génère un rayon, là on va devoir retrouver la formule qui permet de générer un rayon vers le pixel IJ. Donc l'origine du rayon, c'est toujours on va prendre l'origine 0, 0, 0, et il aura une certaine direction. Et cette direction, c'est un vecteur qu'on avait calculé pour qu'il vise le pixel IJ. On avait dit que c'est la coordonnée X, donc du pixel c'est J, J-W sur 2, I-H sur 2 pour la coordonnée Y, on peut éventuellement rajouter 0,5. Et ensuite, on a dit qu'il se dirigeait vers les Z négatifs avec une formule qui était moins W sur 2 fois la tangente du field of view, divisé par 2. Donc le champ visuel horizontal. Donc, le champ visuel horizontal, peu importe, l'image est carrée, c'est à 60 degrés, c'est pas mal, fois pi sur 180, vu qu'on utilise des fonctions trigonométriques qui prennent des radians. Et on va plutôt définir le pi manuellement. Ensuite, on va pouvoir créer notre sphère. Donc, on va mettre une sphère qui est horizontalement et verticalement centrée, un petit peu loin de la caméra, moins 55. Donc 55 plus loin et devant la caméra, et de rayon 20.
Ensuite, on va créer notre fonction d'intersection qui va renvoyer un booléen, qui va nous dire si oui ou non il y a une intersection entre le rayon qu'on a généré et la sphère. Donc ça prend en paramètre un rayon. Et une sphère. Là, cette fonction, elle résout une équation du second degré, c'est le polynôme qu'on avait déterminé. Donc ça résout at carré plus bt plus c égale 0. Dans notre cadre, dans notre cas, on avait des rayons qui étaient normalisés. Donc j'oubliais qu'il faut aussi du coup normaliser le rayon, direction.normalize. Les rayons sont normalisés, ça veut dire que A il vaut 1. On avait B qui valait 2 fois le produit scalaire entre la direction du rayon et l'origine moins l'origine du rayon moins le centre de la sphère. Et on a C qui était la norme au carré du deuxième terme, donc l'origine du rayon moins le centre de la sphère. On peut remettre. Moins le rayon au carré de la sphère. On a notre équation du second degré, on peut calculer le discriminant, b carré moins 4ac. Et si ce delta est plus petit que 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Par contre, si le discriminant est plus grand que 0, il n'y a pas forcément d'intersection non plus. Peut-être que l'intersection est derrière la caméra. Donc là, on va devoir tester le signe des deux solutions, ou de la solution. Donc, on calcule nos deux solutions possibles, moins b moins racine de delta sur 2a. Pareil avec la deuxième solution, moins b plus racine de delta, qui est éventuellement la même que t1. Et là, ce qu'on sait, c'est que t2 est forcément plus loin que t1. Donc si t2 est plus grand que 0, c'est qu'il y a une intersection. Puisque pour calculer t2, on fait moins b plus racine de delta. Donc t2 est forcément plus grand que t1, donc si t2 est plus grand que 0, on a une solution. Et du coup, on peut utiliser notre fonction. Ce qui est une intersection, c'est intersection de R avec S. S'il y en a une, renvoyer un pixel blanc, on avait dit, donc 255 pour les trois composantes. Rouge, verte et bleue. On compile, on exécute, et on obtient bien une sphère toute blanche qui en pratique c'est un disque bleu. Maintenant qu'on a réussi à faire un rendu d'un disque, essentiellement c'est une sphère qui est illuminée de manière uniforme, donc qui apparaît comme un disque plat, on aimerait pouvoir l'éclairer. Donc on a notre sphère, toujours notre caméra ici, mais maintenant on a une source de lumière qui émet de la lumière. Et on aimerait, après avoir envoyé un rayon,
on a obtenu un point d'intersection. Donc pour l'instant, on sait juste qu'il y a une intersection. Il va falloir trouver le point P qui correspond. Il y a un deuxième point d'intersection plus loin, mais c'est le plus proche ici qui nous intéresse. Et on aimerait calculer la couleur de ce point. Donc on se doute bien que c'est proportionnel à l'intensité de la lumière. Donc on va dire que l'intensité de la lumière c'est I, qui va être un facteur multiplicatif. Plus la lumière est intense, plus ça brille. Ensuite, il va y avoir un terme qui va prendre en compte le fait qu'une incidence rasante ici va contribuer beaucoup moins qu'une lumière qui serait en incidence quasiment normale ici. Et la raison, c'est qu'un élément de surface ici, vu de la lumière, il a un angle solide qui est très petit, alors que vu de cette lumière-là, et disons même une lumière qui serait un peu plus ici, l'angle solide serait beaucoup plus important. Et c'est un terme qui produit un terme en cosinus, donc c'est un produit scalaire, comme tous nos vecteurs sont normalisés. C'est un produit scalaire entre la normale à la surface, ici, donc on a une normale, n, la normale au point d'intersection, qu'il faudra donc retourner depuis notre ray tracer. Donc, notre ray tracer retournera le point P et la normale. Le produit scalaire donc entre n et la direction ici vers la lumière, en supposant qu'on s'occupe de cette lumière-ci, et non plus des autres. Donc cette direction, on va l'appeler L, puisqu'elle va vers la lumière. Il y a un autre terme qui dit que plus la lumière ponctuelle ici est loin, moins elle contribuera. C'est simple, si par exemple on avait une lumière de 200 watts ici, si on se plaçait sur une sphère tout autour à un rayon très proche, les 200 watts seraient éparpillés sur cette sphère de rayon 4 πr² ici avec cette distance r. Et plus on s'éloigne, plus ces centaines de watts émis par la lumière vont être dispersés sur une sphère de taille de surface de plus en plus importante, jusqu'à obtenir une sphère qui coïncide avec le point d'intersection ici. Et du coup, le terme qui correspond à une constante près, ça va être, on divise par r². On va appeler ici plutôt d au carré, avec d la distance entre la lumière et le point d'intersection. Donc, il faudra s'assurer que si la lumière est du mauvais côté, ici, le produit scalaire ici ne devienne pas plus petit que 0, donc en gros c'est le max entre 0 et cette valeur-là. Il y a ensuite un autre facteur qui va être la réflectance, ou dans ce cas-là, c'est l'albédo de la surface. Donc on va supposer que toutes les surfaces qu'on a sont diffuses, c'est-à-dire qu'elles diffusent la lumière de manière isotrope. Donc quand un rayon de lumière arrive à cet endroit-là, il va être réparti de manière isotrope dans toutes les directions exactement de la même manière. Et sous cette hypothèse-là, on peut en même temps définir un albédo qui est quelle fraction de la lumière va être réfléchie. Donc si la fraction c'est 0, la surface va apparaître comme étant quasiment noire, enfin noire exactement. Et si la fraction de lumière réfléchie c'est 1, dans ce cas-là, la surface va
va être apparaître comme très réfléchissante. Et donc, on a un facteur ρ qui apparaît ici, qui est l'albédo, qui va être un facteur entre 0 et 1. Et en pratique, pour que ça soit physiquement réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de lumière qui soit réfléchie que de lumière qui soit absorbée, si ρ est entre 0 et 1, ici c'est un facteur ρ sur pi, donc peu importe, pour l'instant on ne va pas le prendre en compte, on va juste supposer que la lumière est pi fois plus importante. Donc cet albédo ici, on peut même le faire varier pour chacune des couleurs, rouge, vert et bleu. Comme ça, si une sphère est entièrement rouge, la composante rouge de l'albédo va être 1, et la composante verte et la composante bleue va être 0. On va maintenant calculer l'éclairage. Donc pour ça, on va définir une lumière. Donc juste une position et une intensité. On va la mettre un petit peu au-dessus et en retrait de la sphère. Un petit peu décalé aussi. 15-60 et un petit peu donc en retrait à moins 40. Et l'intensité de la lumière, on ajustera si ça ne va pas, 10 000 par exemple. On va maintenant pouvoir utiliser la formule qui a besoin de trouver la position exacte des points et la normale au point d'intersection. Donc là maintenant notre fonction d'intersection va devoir renvoyer la normale et la position du point d'intersection. Donc là on renvoie un vecteur qui est la position P et la normale N. Donc au lieu de juste tester, s'il y a une intersection, on va devoir la renvoyer pour le calcul de l'éclairage. Donc il faut voir qu'on a deux solutions possibles et qu'on aimerait renvoyer la plus proche, si elle est positive. Donc là on va inverser. Que si T2 est plus petit que 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection, maintenant on sait qu'il y en a une à partir d'ici, et on la cherche. Donc le point d'intersection, ça va être l'origine du rayon, plus le paramètre T correct à déterminer, T1 ou T2, fois la direction du rayon. Donc on sait que T2 est plus loin que T1. Donc si T1 est plus grand que 0, c'est forcément T1 qui est l'intersection qu'on cherche, qui est à la fois plus grand que 0 et à la fois la plus proche de nous. Donc c'est celle qu'on cherche. Dans le cas contraire, ça veut dire que c'est T2 qu'on cherche, ça veut dire que T2 est devant nous et T1 est derrière nous. Puisque T2 c'est moins b plus racine de delta, donc qui est nécessairement plus grande que T1. Donc là on peut renvoyer T2, dans le cas contraire. Et ensuite, si T2 est plus petit que 0, là par contre c'est qu'il n'y a pas du tout d'intersection. Donc ensuite on peut calculer la normale qui est simplement, pour le cas d'une sphère, le vecteur unitaire qui va de l'origine de la sphère et qui va au point d'intersection.
Donc là, on va créer une fonction qui renvoie une version normalisée du vecteur, faire getNormalized. On va éditer notre vecteur. Donc on crée notre getNormalized qui renvoie une version normalisée du vecteur. On va faire qu'il fait déjà une copie du vecteur actuel, this, qu'on met dans result, et on appelle la fonction normalize. On retourne ce résultat. Là je corrige, en cas, sinon on renvoie true si on est arrivé jusque là dans la fonction. Donc là maintenant on a la position et la normale qu'on peut renvoyer. Et on va pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, s'il y a une intersection, on fait le calcul de l'éclairage. Donc on va supposer pour l'instant une scène en noir et blanc, donc on a juste une intensité du pixel, on n'a pas encore une couleur. Et l'intensité du pixel, c'est le produit scalaire entre le vecteur qui va vers la position de la lumière, position de lumière moins p, qui est une version normalisée de ce vecteur, et la normale. Ça, on multiplie par l'intensité de la lumière, et on divise par la distance au carré entre la position de la lumière et p, le même terme qui est là. Donc là, au lieu de renvoyer 255, on peut renvoyer l'intensité du pixel. En pratique, il va falloir faire attention puisque on risque de déborder les octets, la valeur entre 0 et 255. Donc là, on va juste clamper. Si la valeur est plus grande que 255, on la laisse à 255. Et si elle est plus petite que 0, donc là, on va s'arranger à ce que ça n'arrive pas. Donc on va mettre un max dans le produit scalaire. Ça doit arriver si la lumière est derrière la sphère, du côté opposé. Dans ce cas-là, on n'a pas envie qu'il y ait une intensité négative de lumière qui apparaisse. Donc c'est le max entre 0 et ce produit scalaire-là. Et ça, on le met sur les trois composantes directement. On aura une sphère en niveau de grille. Peut-être une lumière un peu plus forte. On compile, on exécute, et on a une lumière encore un peu trop faible. Une lumière encore un peu plus forte. Là, ça a l'air de convenir. Par contre, on voit que la lumière, elle apparaît comme étant en bas alors qu'on l'a positionnée au-dessus. Donc ça, c'est simplement dû à un problème d'adressage des pixels, c'est que les pixels sont lus de haut en bas au lieu d'être lus de bas en haut. Ça, on peut le corriger assez facilement. On va dire que c'est h-i-1 au lieu de i, simplement. On relance, on exécute, et on a bien la lumière en haut. Donc là, on peut la rapprocher un petit peu de la caméra, mettre un peu plus haute. Ça passe peut-être un peu plus joli. Voilà.
Maintenant, on aimerait peut-être gérer des sphères qui ont une certaine couleur. Donc, on va rajouter une propriété de couleur à chaque sphère. On va faire aussi une opération multipliée entre deux vecteurs. C'est débattable puisque ça pourrait être un produit vectoriel, un produit scalaire, un produit terme à terme. Donc beaucoup ne le font pas. On va simplifier les choses, on va le faire ici. Donc on va gérer maintenant les sphères qui sont colorées. Pour ça, on va rajouter ce qu'on avait appelé l'albédo, et une albédo qui est colorée. Les sphères maintenant vont avoir une propriété de couleur. Qui va être l'albédo, c'est à quel point ça reflète chaque couleur. Ça pourrait être même une albédo qui est en niveau de gris, mais là c'est pour la couleur. On va le passer en paramètre, la couleur de la sphère. Et on va lui dire que la sphère est par exemple rouge. Et là maintenant, on va devoir multiplier l'intensité du pixel qu'on avait par l'albédo. La couleur qu'on avait, c'est l'albédo fois tout ça. Donc maintenant, l'intensité du pixel, ça a pu être un double. Ça va être un vecteur, puisque c'est une couleur. Donc là, c'est pareil, on a fait le choix un peu arbitraire d'avoir des couleurs qui sont stockées comme des vecteurs, puisque c'est simplement trois composantes, rouge, vert, bleu. Donc c'est un choix qui peut être critiquable aussi. Et là, c'est maintenant chaque composante, rouge, vert et bleu, de intensité pixel. On va 0, 1, 2 plutôt, qu'on va renvoyer. Donc en faisant comme ça, on a bien une sphère rouge. Donc, une deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment gérer plusieurs sphères en même temps. Donc on va revenir sur notre modèle de scène qui consiste en plusieurs sphères. On a donc notre sphère centrale et on a un sol qui est une grande sphère, ici un mur qui est une grande sphère, un plafond qui est aussi une grande sphère. On a notre caméra et on sait envoyer un rayon vers une sphère et voir s'il y a une intersection. Et si on a une, on est capable de renvoyer la plus proche. Si on veut pouvoir gérer une scène complète qui contient plusieurs sphères, on va faire la même procédure pour chacune des sphères de la scène. Donc on va tester ce rayon-là. On va supposer qu'il y a une deuxième sphère ici, par exemple. On va tester ce rayon-là avec cette sphère-là. Ça va renvoyer l'intersection ici. Je mets en rouge. Donc avec ici, on a l'intersection là. Avec la sphère du fond, on aura cette intersection-là. Et avec les autres sphères, on n'aura pas d'intersection. Donc si on effectue la même procédure de lancer de rayon et de calcul d'intersection 5 fois, pour 3 des sphères, on aura une intersection. L'intersection qui va nous intéresser, c'est l'intersection la plus proche de la caméra, donc celle dont le paramètre, quand on résout l'équation du second degré, celle dont le paramètre est le plus petit. Donc, toutes les autres, on peut les ignorer, ne nous intéressent pas. Et c'est sur cette intersection-là qu'on va effectuer le calcul d'éclairage qu'on a vu à l'instant.
Maintenant, on aimerait gérer donc plusieurs sphères en même temps. Pour ça, on va avoir recours à une structure de scène. Une scène, ça va être simplement un ensemble de sphères. Donc on va faire une classe scène. Donc on va dire std vecteur de sphère, c'est simplement l'ensemble des sphères de notre scène. Avec une fonction pour ajouter des sphères à notre scène. Add sphère. On va faire sphere, c'est pour un pushback d'une sphère S passée en paramètre. Et non, finalement, on va pas mettre les sphères privées, on va pas s'embêter. Je vous invite forcément à faire un code un peu plus propre chez vous. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces sphères, on va chercher à calculer l'intersection la plus proche. Donc on a déjà la routine d'intersection pour une sphère, celle-là. Et cette routine, on peut la mettre en tant que fonction membre de la classe sphère et l'appeler plusieurs fois pour chacune des sphères de la scène. Donc là, ça dépend plus d'un paramètre S, c'est simplement this. Donc on enlève toutes les références à S. Donc là, on a la routine d'intersection qui concerne la sphère courante. Maintenant, comme on va devoir récupérer la sphère la plus proche, on va recopier cette routine d'intersection, mais qui va concerner toute la scène. C'est avec la même routine d'intersection, à part qu'au lieu de concerner une seule sphère, elle va concerner toutes les sphères. Donc on va faire une boucle pour i égale 0 à toutes les sphères, et on va simplement appeler itérativement la routine pour la sphère numéro i. Sphère de i, point intersection du rayon D. Par contre, là, ça va renvoyer une version locale de P et de N. C'est pas le P et le N global, vu que c'est le plus proche parmi toutes les sphères et parmi toutes les normales. Enfin, et la normale correspondante. Et là, c'est pareil, le retour, c'est est-ce qu'il y a une intersection localement? Donc, par contre, globalement, s'il y a une intersection, c'est qu'il y a eu au moins une intersection en tout. Donc le S inter global, qui concerne toute la scène, au début il est à false, et ensuite, du moment où il y a eu une intersection, il sera à true. On va stocker le paramètre t minimum, on pourrait le recalculer à chaque fois, mais on va directement le stocker. Et s'il y a une intersection locale, pour la sphère courante, dans ce cas-là, on regarde si t, le paramètre de cette intersection, est plus petite que le paramètre minimum, et si c'est le cas, la sphère est plus proche. Donc, comme je disais, au lieu de le recalculer ce paramètre t, on va le renvoyer depuis la fonction intersection avec une seule sphère. Donc là, on va renvoyer le t plutôt en référence, s'il vous plaît.
là, on est en train d'attraper une sphère qui est un meilleur candidat. Donc dans ce cas-là, on peut déjà renvoyer la position et la normale de cette sphère-là. Et la dernière à rentrer là-dedans, ce sera la sphère la plus proche. Et on peut retourner le as inter s'il y a au moins une intersection. Donc, s'il y a une intersection, c'est est-ce qu'au moins une fois il est rentré dans la routine locale as inter, dans ce bloc-là. Donc là, on a tous les ingrédients pour gérer une scène complète qui consiste en plusieurs sphères. Donc on va pouvoir créer notre scène. Donc on va créer plusieurs sphères. On va commencer, on a la sphère qu'on avait avant, qu'on va laisser. Ensuite, on va faire un sol pour reposer cette sphère. Donc un sol, il est idéalement un plan, mais à défaut, pour l'instant, on gère que des sphères, donc on va faire une sphère géante. Donc une sphère géante, on va dire par exemple de rayon 2000, et qui est positionnée suffisamment basse pour qu'elle soit tangente à la sphère S1, que la sphère S1 repose sur le sol. Donc si on met à moins 2000, moins 20, moins le rayon de S1, dans ce cas-là, on aura bien S1 qui est posé sur le sol. On va mettre un sol blanc, par exemple. On peut créer un plafond, c'est juste la position qui change, qui est à 2000 plus 20, ce coup-ci. On peut lui laisser même un petit peu plus d'espace au-dessus, qu'il ne soit pas tangent à la sphère par-dessus. Ensuite, on va y mettre un mur à gauche de la même manière, un petit peu décalé. Un mur vert, par exemple. Un mur droit. En bleu. Et un mur au fond. On va pas en mettre derrière nous, qui se verra pas, c'est sûr. Donc, comme on est vers les Z négatifs, il sera à moins 2000, moins 50. On va le mettre en cyan, par exemple. Une scène, c'est donc l'ajout de toutes ces sphères. Et maintenant, au lieu d'appeler la routine d'intersection pour la sphère, vu qu'il n'y a plus une sphère mais plein de sphères, on applique la routine d'intersection avec l'ensemble des sphères, donc avec la scène S. S.intersection du rayon. On n'a plus une albédo d'une sphère, on a l'albédo de la sphère qui a été intersectée, donc on va devoir renvoyer aussi. On va renvoyer par exemple l'indice de la sphère qui a été intersectée, sphère ID. Donc on récupère le numéro de la sphère intersectée,
Et l'albédo, bah, c'est simplement l'albédo de la sphère numéro i. S.sphère de i.albédo. Je vais éloigner aussi un petit peu. Là, je mets le fond un petit peu plus loin, je compile, on exécute et on a bien une sphère avec les murs